l'État, mais demeure la religion de la majorité des Français. 15 mars 1850, Louis-Napoléon Bonaparte fait adopter ce qu'on appelle les lois Fallou. Alors ces lois permettent une liberté totale en matière d'enseignement. Donc l'influence de l'Église est renforcée. On est en 1850. Le catholicisme va connaître une remarquable reconnaissance et la multiplication de ce qu'on va avoir comme congrégations religieuses qui vont se créer, une liberté de l'enseignement totale, hein, c'est ce qui fera dire à Victor Hugo je veux l'État chez lui, l'Église chez elle. 1876, il y a plus d'enseignants religieux que laïcs, en 1876. Et il y a plus d'élèves dans les collèges religieux que dans les lycées d'État. 55 000 prêtres, 150 000 religieux. La France devient la première puissance catholique du monde. Voilà la situation début de la Troisième République. L'Église est toujours soumise à la papauté parce qu'il serait faux de penser que la papauté, depuis le pape, a accepté ce qui s'est passé en France avec la Révolution, pas du tout. Il considère toujours que les principes de 1793 sont des droits monstrueux, hein, c'est l'expression qui est adoptée à l'époque. Et en 1870, le Concile du Vatican promulgue même l'infaillibilité pontificale en matière de dogmes et de mœurs. Le pape Léon XIII nous dit « Les rapports entre l'Église catholique et les États doivent être pensés comme ceux unissant l'âme et le corps. » Si l'opposition de l'Église à cette époque et du pape est forte, et ils n'ont pas accepté l'émancipation telle qu'elle avait été décidée pensée par les philosophes et puis adoptée par les révolutionnaires. Alors on comprend mieux maintenant pourquoi Léon Gomulka, on le lit souvent que Léon Gomulka disait « Le cléricalisme voilà l'ennemi ». C'est vrai qu'à cette époque, qui est une époque charnière, on est juste avant l'arrivée et l'élection des républicains, eh bien, on a une église extrêmement forte qui condamne les lois civiques et politiques. Troisième République, les républicains arrivent au pouvoir, 1879 jusqu'en 1884. Les lois vont bouleverser notre société avec l'arrivée donc des républicains qui souhaitent soustraire la société de la tutelle de l'Église catholique et de l'emprise sur les consciences, c'est ainsi que l'on définit la chose. Suppression à l'exception des fonctionnaires d'obligation de robot dominical instituée en 1914. Suppression des prières publiques, suppression du serment religieux devant les tribunaux, laïcité des écoles maternelles, c'est en 1881, et le décret du 12 1881. Loi du 28 mars 1882, elle rend l'enseignement primaire obligatoire et laïque. Neutralité de l'enseignement public en matière de religion, de philosophie, de politique et non-confessionnalité de l'enseignement public et laïcité des personnels enseignants. Loi de 1886. Rétablissement du divorce. Loi de 1884. Suppression des prières publiques officielles à l'ouverture de chaque session parlementaire. Loi du 14 août 1884. Donc les républicains vont aller très vite pour faire en sorte de s'extraire du joug de l'Église. Mais il y a toujours un problème, c'est que le concordat s'applique. Quand bien même des lois ont été votées pour faire en sorte que l'école soit laïque et obligatoire, le concordat s'applique. Donc on a des prêtres qui sont encore salariés, on a une religion qui est la religion catholique, donc, qui bénéficie d'avantages indirects, quand bien même elle ne détient pas de biens, puisqu'elle peut quand même en jouir. Il n'en demeure pas moins vrai que le concordat s'applique. Et c'est en l'état de ce concordat qui continue de s'appliquer que l'on réfléchit alors sur une véritable séparation de l'Église et de l'État. On est en 1898, il se passait un événement
important, c'est l'affaire Dreyfus. La France est divisée en deux. On a une droite, je vais le lire, je remets aucunement en cause ce que je disais au début de mon exposé, mais bon, c'est l'histoire. On a une droite qui est antisémite, une frange de la droite, qui pas tous, mais une frange de la droite qui est antisémite, qui est militariste, etc., et qui fait que c'est une droite violente. Et puis, on a des républicains qui veulent faire en sorte de séparer l'Église et l'État, ce qui ne va pas être facile. Alors, on commence à petits pas. On adopte la loi de 1901, la loi qui s'applique encore, la loi de 1901, pour les associations, pour les partis politiques. Mais cette loi, en réalité, est faite pour mettre un terme au pouvoir des congrégations religieuses. Elle sert à ça. Le problème, c'est que les congrégations religieuses vont se maintenir, ne vont pas jouer le jeu, ne vont pas vouloir respecter la loi. Ces congrégations religieuses seront même interdites, avant d'accepter finalement une sécularisation par le biais de leur personnel. Mais on est dans un contexte extrêmement tendu et on veut aller assez vite. La loi du 7 juillet 1904 interdit l'enseignement de tout congréganiste, et on nous dit qui n'est pas libre ne peut former des citoyens libres. Voilà les grands principes républicains. La plupart des anciennes écoles, je vous disais, ferment ou alors acceptent de se reconvertir sous la forme d'école privée avec un personnel qui est sécularisé. La loi Fallou n'est pas abrogée, la liberté d'enseignement est maintenue. Voilà le contexte de la loi du 9 décembre, de l'adoption de la loi du 9 décembre 1905. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est important de savoir en effet quelle était la position de l'Église, qui a été une position extrêmement violente, qui n'a jamais accepté les principes, qui a mis du temps, il l'accepte, mais qui avait mis du temps déjà à cette époque, qui n'acceptait pas les principes adoptés par les révolutionnaires et qui n'avait fait que reprendre les idées des grands philosophes. Alors cette loi de 1905, vous pouvez la voir sur Internet, elle est à l'Assemblée nationale, les débats sont riches. Quand on lit les interventions des parlementaires, c'est époustouflant. C'est d'une richesse à la fois sur le plan du langage, sur le plan de la construction intellectuelle, c'est des joutes oratoires comme malheureusement on n'a plus, et le débat en effet sur la laïcité a été extrêmement riche, fait par des gens extrêmement brillants. Alors, il y a deux modèles de laïcité. Le premier modèle, c'est un modèle qui est combatif, c'est Émile Combes, qui lui souhaite vraiment une séparation totale. À un moment donné, il est même l'idée de louer les biens, parce que les biens appartiennent, enfin, les biens qui appartiennent, les églises appartiennent à l'État. Il dit même qu'il faudrait les louer à l'Église. Vous imaginez un petit peu ce que vous pouvez penser d'autres, notamment les croyants, de savoir que oui, les biens qui leur avaient pu leur appartenir. Donc Combes, c'est quelqu'un d'assez sectaire, d'assez combatif, et il va tenter à un moment donné de faire adopter un projet en 1904, ce projet n'est pas adopté, et puis on s'achemine vers cette loi de 1905 qui va durer en matière de discussion en commission 18 mois de discussion en commission, qui sera adoptée après 3 mois de débat, je vous disais, d'une richesse unanimement reconnue, que ce soit par la gauche ou par la droite, c'était son débat extrêmement riche. Alors, la loi est adaptée. Le président de la commission, c'est Ferdinand Buisson. Il y a Aristide Briand qui est le rapporteur. Jaurès intervient souvent à l'Assemblée nationale, et la loi est adoptée. Alors la loi, c'est 44 articles aujourd'hui, puisqu'on verra, elle a fait l'objet de quelques modifications. Elle est très simple, cette loi de 1905, finalement, puisque vous avez les 2 premiers articles qui sont très clairs, qui vont définir les principes, et puis après, on décide un peu de la façon dont on va affecter les biens qui appartiennent à l'État, comment on va les affecter aux associations qu'on appelle associations cultuelles. Article 1er, l'article 1er, c'est la République assure la liberté de conscience. Vous savez, tout à l'heure, ce que je vous disais sur la définition de la liberté, c'est d'abord la laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
La liberté de conscience, pour une définition qu'on trouve partout, mais pour que vous compreniez bien, la liberté de conscience, c'est le droit d'un individu d'avoir le libre choix de son système de valeurs, hein, c'est ce qu'on dit, et des principes qui guident son existence, de pouvoir y adhérer publiquement et d'y conformer ses actes. C'est important parce que la liberté de conscience, c'est pas simplement la liberté religieuse. Alors j'ai devant moi ici le code. Alors c'est pas tout à fait un code. Hein, l'avant-dernier gouvernement disait qu'il s'agissait oui, d'un code. On a dit que c'était un code. En réalité, ce n'est qu'un recueil de textes et de jurisprudence, mais rien que le titre déjà peut nous chagriner. Laïcité et liberté religieuse. Que fait-on de la liberté de conscience? Que fait-on de ceux qui ne veulent pas croire en un être suprême, qui sont agnostiques ou athées? Donc, c'est important, puisque ce n'est pas la loi de 1905. La loi de 1905 ne parle pas de liberté religieuse, la loi de 1905 est claire, c'est la liberté de conscience. Elle inclut donc la liberté de croyance, de religion et de ne pas avoir de religion. Je vous le disais. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. L'article 2, donc, est clair, la République ne reconnaît aucun culte. Alors, quand on dit ne reconnaît aucun culte, ça ne veut pas dire que la République, elle ne veut pas discuter avec les représentants religieux. Absolument pas. Ça veut dire tout simplement que la République ne reconnaît pas les religions comme ayant un intérêt public. C'est-à-dire que la République, elle peut très bien, d'ailleurs c'est ce qui se passe avec les musulmans, où on voit Valls qui est invité, qui a des interlocuteurs par rapport aux représentants. Bon, c'est son rôle. La République, elle connaît les religions, mais elle ne les reconnaît pas en tant qu'institution d'intérêt